Bonjour, je me prénomme Naturel. L'Éternel Dieu dit dans Genèse 2,18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La vie en couple n'est plus évidente au cœur d'une société qui ne met plus la vie familiale au centre de ses préoccupations. Les divorces sont devenus une réalité banale et parfois même une occasion de fêter. Toute la société est concernée par ce qu'on peut qualifier de véritable phénomène social. Personne n'est à l'abri de ce courant qui est devenu presque la caractéristique de notre société moderne, riche et pauvre, croyant et non croyant, etc. Mon entretien aujourd'hui concerne mon ex-conjoint. Quand on vit avec quelqu'un, on souhaite vivre avec lui toute la vie. Mais la contingence fait que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. En 2011, mon ex-conjoint a fait un AVC pour la 3e fois, ce qui lui a laissé des séquelles irréversibles. Une telle situation est un véritable drame. Et comme pour ajouter à la souffrance des médisances et des diffamations, m'accusant d'être la cause de cet AVC, selon certaines versions, il m'aurait surprise en flagrant délit d'infidélité et une autre version soutient qu'il avait même été agressé par mon prétendu amant. Ces propos diffamatoires ont fait de moi la risée de tout le monde et il a fallu une grande capacité de résilience pour affronter insultes, moqueries et calomnies. Il fallait aussi faire face à tout ce monde qui me regardait de travers. Je me suis retrouvée au cœur de cette violence tous azimuts. Je n'avais même pas envie de me défendre ou de contredire ces dires qui étaient considérés par tous et surtout les proches de mon ex comme parole d'évangile. Mon seul rempart devant se lever le bouclier était la prière. J'y ai trouvé toute la force et la sérénité nécessaires pour affronter cet acharnement. Depuis, je peux dire que la tempête a été apaisée et ces phénomènes devenaient, pour ainsi dire, un ténébreux orage. Mais le cœur de l'homme est méchant. Actuellement, on reçoit des menaces qui découlent encore de cette histoire, avec des rumeurs aussi folles qu'inimaginables. Hormis les agressions et tout ce qui s'ensuit, ce qui nous a plus sidérés, ma famille et moi, c'est le fait que certaines personnes insensées transmettent verbalement avec hargne ces informations erronées à nos enfants et d'autres viennent jeter devant notre porte des choses horribles et abominables. On a retrouvé devant notre porte des œufs cassés, des fils avec des nœuds, des cuisses de grenouille, de l'eau mélangée avec je ne sais quoi, de la poussière, tout ce que vous pouvez imaginer, vraiment la sorcellerie en live. Si je crie aujourd'hui, c'est parce qu'on touche à ma famille et à mes enfants. Ces derniers ne sont pas responsables de nos actes en tant que parents. La Bible dit dans Deutéronome 24, 16, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Je ne vous permettrai jamais de cultiver le mal dans la vie de mes enfants. Il ne plaît guère à personne d'être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais de là à vouloir détruire sa vie, c'est inadmissible. Raison pour laquelle je brise l'omerta. C'est-à-dire, je sors de mon mutisme et
me permet de mettre en exergue ma version des faits pour que tout le monde sache ce qui s'est vraiment passé. La persécution n'a que trop duré. Et là, elle commence à gangréner ma vie et celle de ma famille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important et essentiel de remonter le temps, car l'AVC d'Achille n'était que le début du commencement. Notre histoire avait un début très romantique. Notre vie était belle. J'avais un bon mari. Il prenait soin de moi. Il m'avait honoré auprès de ma famille. Cet homme craignait Dieu. Nous accueillions même notre groupe de prière chez nous. Achille et moi étions assidus à la prière et vivions une vie d'église intense. On était partis de rien, on a construit notre vie mutuellement sur tous les plans par la grâce de Dieu. Un conjoint qui faisait carrière en tant que médecin gynécologue, il avait son propre cabinet médical. On avait une vie merveilleuse. Mais cette époque avait été de courte durée. Son ambition débordante à vouloir toujours posséder certains pouvoirs, à vouloir toujours être le premier et le meilleur, a détruit notre vie de couple. Cet homme était entré dans l'occultisme. Il était devenu franc-maçon. C'est là que mon cauchemar commence. Prenons comme point de départ notre première rupture au pays. J'avais constaté un changement radical dans notre vie de couple lorsqu'il avait commencé à travailler. Il s'est doté des documents d'occultisme. À chaque fois que je le retrouvais, je le brûlais sans même me soucier de conséquences à long terme. Cerise sur le gâteau, sa relation incestueuse avec sa cousine, la fille de son oncle, Chanel. Je les ai surpris en flagrant d'inceste au séjour de notre maison à Brazzaville. J'avais décidé de quitter Achille, mais ce dernier me menaça avec une arme. Oui, Achille possédait un pistolet. Il avait promis que si je le quittais, il pouvait s'en servir, pas seulement à moi, même à ma famille. Il ajouta que de toute façon, si j'expliquais cette situation, personne ne me croirait et que ma famille et mes proches étaient entre ses mains. Je vous assure, ce qu'il disait était vrai. J'ai essayé d'expliquer à ma famille et à mes proches. Mais personne ne me croyait. On lui donnait le bon Dieu sans confession. Le pire, il m'avait imposé sa sœur dans notre maison pendant 1 année et demie. C'est elle qui faisait tout pour lui. Quand je vous dis tout pour lui. Cette fille était tombée enceinte. C'est Achille qui avait réalisé l'avortement, soi-disant que c'était le premier sacrifice d'Achille. Donc, par peur de représailles, j'ai accepté ces conditions et en contrepartie, il me donnait une somme importante d'argent chaque mois. Cet investissement m'avait permis de construire une maison au pays. Mais cet argent avait un prix. La présence des choses paranormales dans notre maison. Pendant 4 ans, on n'avait plus les rapports sexuels et on ne se parlait plus avec Achille. Mais devant les gens et nos proches, on faisait semblant d'être ensemble. Vraiment, c'est parfois pour notre propre sécurité qu'on reste dans une relation où tout va de travers. En apparence, il était un agneau que tout le monde admirait. Il se comportait parfaitement bien. Achille était intelligent. Donc,
les gens voyaient en lui une personne exemplaire et digne de confiance. Il pouvait pleurer, se mettre à genoux, même arracher le ciel pour moi devant les gens, pour démontrer qu'il m'aimait. Cependant, moi, je n'étais pas à l'aise devant cette hypocrisie. Il connaissait mon tempérament colérique, mes faits et gestes. Il savait quoi faire et quoi dire pour me faire sortir de mes gonds. Moi, dans mon naturel, je tombais dans son jus. J'explosais au vu et au su de tout le monde, car ma colère était dévoilée par son hypocrisie. En plus, il se faisait passer toujours pour une victime. Donc le fait de le répandre devant les gens me faisait passer pour une mauvaise femme. Personne ne comprenait mon comportement. Donc la majorité des personnes de notre congrégation avaient de l'admiration pour lui. Même ma famille, tout le monde s'accordait à dire « Oh, naturel, tu as un mari parfait ». J'étais brisée au plus profond de moi. Pour éviter la souffrance psychologique, j'ai accepté la réalité. Je me suis surnommée naturelle l'incomprise. C'était devenu mon armure protectrice jusqu'à notre séparation définitive. En 2003, on se remet ensemble en France. On lui a diagnostiqué en amont une hypertension artérielle sévère. Un traitement à vie lui a été prescrit ainsi que un régime alimentaire adéquat afin d'éviter la prise de poids. Savez-vous que la consommation excessive d'alcool favorise l'AVC hémorragique? Étant lui-même médecin, il savait les risques qu'il encourait. De nouveau ensemble, après ces mois de séparation, je lui avoue que j'avais fait la connaissance d'un certain Paul. Mais il ne s'est rien passé entre nous. Il me répond tout de suite. Oui, je sais, naturel, il ne s'est rien passé. Raison pour laquelle je reviens dans ta vie avant que cet homme te fasse du mal. Car tu n'auras jamais un homme qui t'aime plus que moi. Vous savez, hein, je suis une femme. J'aime les belles paroles. J'étais encore séduite. Et de nouveau, dans notre appartement, notre foyer était menacé par des manifestations mystiques. En plein milieu de la nuit, on voyait des gens qui venaient nous tourmenter. On entendait des voix, des pas. Achille avait effleuré la mort à plusieurs reprises. En 2005, il avait fait un grave, mais très grave accident sur la route de Méru. Qui dans notre entourage n'a pas rêvé le décès d'Achille? Qui n'a pas eu des révélations? Qui n'a pas eu des songes sur sa vie? Il y a bien d'autres sujets encore qui sont plus horrifiants. Les fausses couches, j'en passe. Au fil du temps, l'homme était méconnaissable. Il parlait que des choses surnaturelles. Il était devenu accro à l'alcool. Il souffrait de troubles de sommeil, des crises d'angoisse. Il était devenu très, très jaloux. C'était presque maladif. Il avait toujours un mauvais pressentiment que quelque chose de néfaste allait lui arriver. Quelques mois plus tard, il me demande en mariage. Je refuse. Il me faisait des chantages du genre, si je ne l'épouse pas, il va mourir. Et il me tiendra responsable de sa mort.
Et tout ce que je vous raconte, notre entourage était au courant. Nous avons vécu dans cette terreur durant toute notre vie de couple. La plupart du temps, j'étais dans la vie de prière et des jeûnes afin d'éloigner cette tempête. Les combats spirituels ont commencé. Dieu nous délivrait toujours, toujours. Vraiment, merci Seigneur. Lui, il était indifférent. La seule chose qui l'intéressait, c'était ma présence dans sa vie. Il me disait toujours, naturel, le jour où tu vas me tromper, je mourrai. Vraiment, ne fais pas l'amour avec un autre homme. C'est tout ce qu'il me répétait. C'était devenu une obsession. Je n'ai jamais trompé Achille parce que je l'aimais beaucoup. C'était mon héros. J'ai partagé plein de choses avec lui. Bref, fin 2006, rebelote, on se sépare. J'ai quitté Beauvais pour Paris. J'ai eu un appartement à Épinay-sous-Sénart par le biais de 1% patronat. Lui, il était resté à Beauvais pour continuer ses amourettes. Mais malheureusement, les projets qu'il avait envisagés avec sa nouvelle conquête étaient tombés à l'eau. Manque de peau, le propriétaire de l'appartement qu'il occupait à Beauvais avait décidé de vendre son bien. En juin 2008, je l'ai hébergé chez moi. Il vivait sa vie comme bon lui semblait. Achille pouvait sortir, découcher, aller 2 semaines, 3 semaines. Il n'avait de compte à rendre à personne. Il couchait, il sortait avec des femmes ou des gens qu'on connaissait. Vous savez, entre nous, on se connaît, ou même si on ne se connaît pas, on se voit. Il prenait les aphrodisiaques, il partait sur la nationale 6. Achille était vraiment à la recherche d'une femme, laquelle je ne saurais vous dire. Vraiment, au fur et à mesure, mon mal-être avait atteint son apogée. J'avais craqué. J'ai abandonné Dieu. J'ai commencé à voyager, aller dans les boîtes, à faire des sorties. Vraiment, voilà. Je ne priais plus, en fait. Je ne priais plus. En janvier 2009, je reçois un coup de fil d'une amie au bled. Elle me dit juste « Bonjour, naturel, j'ai pas de crédit, je te passe quelqu'un. » Elle me passe une dame au téléphone qui me parlait d'une manière très brute. Elle me dit « J'ai un message très important pour toi. Ne me pose pas des questions, je n'ai pas dormi toute cette nuit à cause de toi. » Elle me pose la question si mon père est décédé. J'ai dit oui. Si j'avais une grand-mère aussi qui était décédée. J'ai dit oui, mon arrière-grand-mère. Elle me dit que tu es bien entourée spirituellement, donc j'ai prié pour toi, donc ils m'ont demandé de t'aider. Et elle me pose, non, pour t'aider, j'ai une question à te poser. Elle me dit, ben, allez-y, hein, je suis... Elle me dit, est-ce que tu veux te séparer avec ton mari? Moi, je dis oui. Bon, vous savez, au pays, on appelle mari. Hein. J'ai dit oui, je veux me séparer avec lui. Elle me dit, très bien. Tu dois quitter cet homme. Car ta vie en dépend. Cet homme va t'amener dans sa chute. Il a tenu captive ta parole sur la fidélité. Tu l'avais pas promis quelque chose que tu feras jamais l'amour avec un autre homme. Je lui ai dit oui, ce qui est normal.
Elle me dit non, c'est pas normal par rapport à vous. Dans le monde d'occultisme ou spirituel, la relation sexuelle, c'est une alliance, ou du moins les rapports sexuels, c'est une alliance. Et la fidélité des rapports sexuels, c'est une puissance. Et pour te séparer de lui, une seule chose reste à faire. Tu dois briser les liens de la fidélité. J'ai dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit faire l'amour avec un autre. Le jour où tu vas le faire, tu fais 3 bains avec des gros sels. Tu badigeonnes ton ventre avec l'huile d'olive. Tu écrases l'ail et tu mets l'ail dans la région intime. Et à la fin, elle me donne un prénom masculin. Et comme par hasard, la personne se rapprochait de moi. J'étais subjuguée. Je n'ai jamais entendu ce genre de révélation. On entend souvent de briser les liens de célibat, les liens de mari de nuit, les liens de la pauvreté, mais je n'ai jamais entendu de briser le lien de la fidélité. Vous savez, hein, parfois la réalité est plus compliquée que la fiction. Lorsqu'on est perdu, on n'a plus des idées rationnelles. En juin 2009, j'avais décidé de suivre à la lettre ce fameux, du moins le fameux message que cette dame m'avait révélé. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai pris des bains, j'ai badigeonné, en fait j'ai fait tout ce qu'elle m'avait demandé de faire. Le jour où j'ai fait l'amour, de là où j'étais, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Achille était devenu fou, furax, irrité. Il criait au téléphone, naturel. Tu m'avais promis, naturel. Tu m'avais dit que tu ne vas pas faire l'amour avec un autre homme. Tu m'avais promis, naturel. Là, tu as signé mon arrêt de mort. Je suis mort, naturel. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et lorsqu'il parlait, il était en bas de l'immeuble. Tout le monde l'entendait. Et lorsque les voisins lui posaient la question, mais qu'est-ce que tu as? Il répondait que ma femme m'a trompé. Ma femme a couché avec un autre homme. Et quand il parlait, il pleurait. Il était vraiment dans tous ses états. Donc les gens avaient pitié de lui. Il a agressé des voisins. Et vraiment, je ne pourrais pas vous dire en tout cas, je vais vous expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre en fait. Bref, et un voisin a pris son téléphone, il m'a parlé, il m'a demandé de venir, puisqu'ils n'arrivaient pas à le maîtriser, à le canaliser, il était tellement violent. Et je suis arrivée, il m'attendait en bas de l'immeuble. Il répétait sans cesse la même phrase. Naturel, tu m'as tué. Naturel, tu m'as tué. Il m'a pris vraiment avec violence. On est monté dans notre appartement. Il a failli me jeter au 5e étage. Ce jour-là, c'était vraiment horrible, horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Horrible. Achille est parti définitivement ce jour-là. Il m'a fait la promesse de me tenir responsable de tous les malheurs qui surviendront dans sa vie. C'est là où qu'est né, c'est là où qu'est sortie l'histoire d'infidélité. Posez-vous la question, comment il avait su qu'à l'instant T,
j'étais en train de faire l'amour. Je suis désolée, je ne suis pas fière d'expliquer ce genre de choses, mais à un moment, il faut savoir dire les choses. Je vous assure, depuis fin 2016, prenons depuis 2007 jusqu'en juin 2009, je n'étais pas en couple avec Achille. On ne faisait plus l'amour, chacun faisait sa vie. Je l'avais juste logé. On n'était pas des ennemis. Certes, oui, on partait parfois ensemble dans les fêtes. On faisait les courses ensemble. Bah, ça ne faisait pas... on n'était pas en couple, en tout cas. Achille sait que je ne l'ai jamais trompé. Et moi, je considère qu'il ne me trompait pas, puisqu'on ne faisait plus l'amour. On n'était plus ensemble. C'était son choix en plus. Sauf la relation avec sa sœur. Là, il m'avait trompé. Mathieu Ricard dit, quand un oiseau s'échappe de sa cage, on ne peut pas dire qu'il renonce à sa cage. Il s'en libère. Que la cage soit en or ou en fer ne change rien à l'affaire. C'est pour vous dire, ce jour-là, je m'étais libérée au détriment de ma vie en faisant l'amour avec un autre. Après notre séparation, il s'est mis en couple dans la ville de Lagny-sur-Marne. Malgré qu'il fût en couple, il revenait me menacer physiquement, verbalement, à tout moment. J'avais refusé de porter plainte car il était en pleine expansion de sa carrière. Il avait signé un contrat en tant que médecin. Mais il existe un procès verbal du jour où il m'avait agressé sur mon lieu de travail en 2009. Mes collègues étaient obligés d'appeler la police parce qu'il m'avait laissé à moitié nue. J'avais des blessures, j'avais des lésions, bref. Achille et moi, nous avons eu une relation épisodique parce qu'il fréquentait plusieurs femmes. Je vous explique ces cas concrets afin que vous compreniez comment certaines femmes souffrent physiquement et spirituellement dans leur mariage. Certains mariages se résument à chasser les démons. Il est toujours difficile d'étayer ou d'expliquer les choses surnaturelles, car il n'y a pas d'épreuves probantes pour justifier cela. Achille a volé mon destin. Toute personne rêve d'une vie merveilleuse. J'ai su la vérité, ou du moins la vraie nature d'Achille, après son 3e AVC. Il était responsable de tout ce qui se passait dans notre foyer. Examinons donc ce qui suit. Si les faits et les circonstances sur l'AVC d'Achille justifient les menaces que subit ma famille. Fin 2010, je vous avais dit que Achille était en couple. Donc en fin 2010, il n'était pas avec moi. En fin 2010, Achille fait son premier AVC. Après son hospitalisation, il ne savait pas où aller parce que sa femme de l'année l'avait foutu dehors. Il était venu s'incruster dans mon appartement avec la complicité de mes amis que j'avais accueillis chez moi. J'étais énervée, mais mes proches m'ont supplié de le laisser. Vu qu'il sortait de l'hôpital, il était en pleine convalescence. Et en plus, on était en plein hiver. Il n'était pas humain de le laisser dehors dans le froid. Ce que j'ai fait, enfin, ce que je sais, c'est que j'ai rendu service.
Et si c'était à refaire, je le referais. Malgré le fait que ça me coûte ce que ça me coûte. 2 mois plus tard, il fait un deuxième AVC. Cette fois-ci, chez moi, au salon. Heureusement qu'il y avait toujours du monde chez moi. On a trouvé Achille au sol, le regard hagard et perdu. En concomitance avec les mouvements involontaires de son corps. J'ai téléphoné au SAMU, simultanément je l'ai mis en position de sécurité et j'ai fait les premiers soins. 10 minutes plus tard, il est pris en charge par le médecin de SAMU. Ce dernier effectue un électrocardiogramme anormal. Sa tension artérielle était très élevée. Le médecin a fait le nécessaire pour stabiliser sa tension. Il est revenu à lui 30 minutes plus tard. Suite à sa conversation avec le médecin du SAMU, nous avons su qu'à posteriori, il ne prenait plus ses médicaments depuis 2 ans. Le médecin lui explique ou lui propose d'aller à l'hôpital afin de faire des examens plus approfondis. Il refuse. Le médecin nous explique de le persuader d'y aller du fait que ses artères étaient dilatées. Peut-être qu'il aurait besoin des petits ressorts qui servent à renforcer les artères. Il a refusé catégoriquement. Le médecin prend le temps. J'oublierai jamais le regard de ce médecin. Il avait un accent camerounais. Il avait la compassion de son confrère, puisqu'il disait que tu es jeune. Il prend le temps de réexpliquer à son confrère les conséquences à long terme. S'il faisait un 3e AVC, les conséquences pourraient être irréversibles. Achille lui répond qu'il est médecin, il sait ce qu'il fait. Achille repart dans la cuisine pour manger comme si rien ne s'était passé. Le soir, Lilian, Lionel, Suzanne et moi-même, on lui fait comprendre qu'il était primordial pour lui d'aller à l'hôpital. Même sa sœur l'avait supplié. Il a dit non. Non, non et un non catégorique. C'est par la